je dois quand même vous souhaiter la bienvenue. Hein. Je souhaite la bienvenue à notre cher professeur Jacques Buxoro, qui depuis 2019, d'ailleurs, on l'invite à chaque édition d'Officine Expo, mais il est venu au Maroc depuis 1994, à Rabat et à Fès. Donc aujourd'hui, il va nous vraiment une thématique très très pertinente, c'est l'analyse de l'ordonnance d'un patient dépressif. Mais bon, on n'a pas pris tous les antidépressifs, mais on a pris justement la gamme qui est justement la plus prescrite, c'est les inhibiteurs sélectifs de la sérotonine. Donc vous connaissez d'autres antidépresseurs, hein? Lesquels? Hein? Les Oui, les tricycliques et puis d'autres, les inhibiteurs sélectifs de la noradrénaline. Oui, d'accord. Donc, et puis les atypiques également. Donc, mais on a pris ceux qui sont le plus prescrits. Alors, maintenant, le rôle du pharmacien, c'est pas uniquement la délivrance de produits, mais c'est surtout l'accompagnement. Pour accompagner le patient, il faut bien connaître justement tel médicament qui était prescrit, quel effet indésirable, quelle interaction médicamenteuse. Et c'est ce que justement professeur Jacques Buxoro nous va faire pour justement pour concrétiser toute prescription du psychiatre. Et bon, on n'a pas que les psychiatres qui prescrivent les antidépresseurs, il y a même des généralistes. Voilà. Donc, justement, les inhibiteurs sélectifs de la recap de la sérotonine, première vraiment interaction médicamenteuse, c'est surtout tout ce qui est avec les anticoagulants. Donc, vous savez très bien que les anticoagulants. Donc, je vais vous donner juste une idée globale de l'hémostase. Vous savez très bien que ça se passe en quatre phases. Première phase, c'est quoi? Justement, il y a je sais pas, il y a quelque chose qui va qui va provoquer un saignement. Qu'est-ce qui va se passer? Une vasoconstriction. Et cette vasoconstriction elle va être gérée par quoi? Par la sérotonine. Si la sérotonine est bloquée, donc il va y avoir une vasodilatation, donc risque de saignement. Deuxième partie, quand il y a justement cette partie qui va provoquer le saignement du sang, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la circulation du sang? Il va y avoir une agrégation plaquettaire. Les plaquettes qui vont venir, ils vont se regrouper à ce niveau-là, d'accord, pour empêcher justement le sang de sortir, d'accord. Et puis une fois qu'ils sont là, donc normalement les plaquettes, ils sont gérés par justement la sérotonine. Donc, à chaque fois qu'on a un blocage de la sérotonine, il va y avoir un problème à ce niveau-là. Maintenant, les plaquettes, ils sont là, ils regroupent un bouchon, d'accord? Mais pour que ça soit solide, c'est la troisième étape qui est la coagulation. La coagulation, c'est quoi? C'est la fabrication de la fibrine, exact. La fibrine, justement, elle est là, hop, et 72 heures après, il va y avoir fibrinolyse. Pour ne pas laisser le bouchon ici, ça va donner un thrombus. Donc, pendant ces 4 étapes, vous allez avoir justement cas par cas avec le professeur Jacques Buxoro et vous allez donner le bon conseil au patient. Maintenant, avant de lui donner la parole, je vais le présenter. Professeur qui est diplômé de la faculté Non, pas... Bon, j'ai la... Non, si, je l'ai. Donc, professeur à Limoges, émérite d'abord. C'est ça? C'est ça. Émérite. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ça? C'est pas là? Non, c'est pas là. Et dans ce petit bouteille, là? Oui. J'ai paumé ici. La nuit, ça s'est évaporé. Oui, il est là. Attendez. Là, je vais vous présenter. Non. Professeur émérite des universités à la faculté de pharmacie à Limoges. Et il est rédacteur en chef de la revue de formation continue des pharmaciens pour l'équipe officinale également. Actualité pharmaceutique, je pense que vous connaissez ça. Édition Elsevier. Je pense que vous connaissez cette. Oui. Alors,
conférencier, formation pour la formation continue des pharmaciens, membre du bureau de SFSPO, c'est Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales. Il a également 1700 conférences réalisées pour les pharmaciens. Alors, surtout, à chaque fois qu'il y a un thème pour les nouveaux médicaments, c'est toujours professeur Jacques Buxoro qui vient pour faire cette thématique. Plus de 75 000 formations réalisées pour les pharmaciens, justement. Plus de 2200 articles pédagogiques. Pardon? Peut-être que je suis pas jeune, quoi. Elle exagère. Non. Des sujets pharmaceutiques divers. Donc, une mise au point pour les éditions Vidal. Biosimilaires. Biosimilaires, surtout sur les biosimilaires. Donc, Biomédicaments, biosimilaires. voilà. Donc, parce qu'il y a, pour les médicaments, on parle des génériques, mais pour d'autres médicaments, on parle des biosimilaires. Membre des ouvrages et des travaux divers, justement à la télévision, tournage de vidéos, et plus de 50 formations à l'étranger, y compris chez nous, et surtout, il a fait beaucoup de formations en joindre l'utile à l'agréable dans le cadre des croisières, exactement. Pour la petite sœur, je rentre de Lénine. Ah oui, la dernière. Ouais. Donc, la croisière, il faut qu'on la... On avait essayé, mais Je pars sur le Lille Ouais. en septembre. en septembre. Donc, on va aller avec lui? Super. Voilà. Donc, maintenant, vous savez très bien de quoi on va parler et qui va parler. Et je lui donne la parole. Très gentil. Alors, j'ai mon propre... Je suis professeur d'université et surtout rédacteur en chef, je suis dans la presse pharmaceutique particulièrement. Quelquefois dans la presse grand public, c'est-à-dire la presse grand public vient m'interroger en me disant qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit, parce qu'il y a tellement de bêtises qui se disent qu'il faut des fois rectifier un peu le tir. Alors si vous êtes là, c'est donc que vous avez envie d'accroître vos connaissances dans des domaines particuliers. Et donc, vous avez vu le titre « Analyse d'une prescription, c'est un patient dépressif, risque de complications hémorragiques liées à l'antidépresseur ». Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup d'effets indésirables, on connaît beaucoup d'interactions, etc. Mais il y a des interactions médicamenteuses que nous connaissons bien sûr tous, et d'autres qui sont moins familières. Et pourtant, j'ose dire, c'est pas parce qu'elles sont moins connues qu'elles ne sont pas dangereuses. Et il y en a une que l'on va développer, qui est très importante, qu'on voit de plus en plus, parce que malheureusement, beaucoup de patients ont des dépressions et doivent se traiter. Donc, ça va vous mettre la puce à l'oreille et vous allez voir à l'officine, vous aurez un autre regard et puis vous pourrez être efficace, en particulier quand ce sont des sujets qui sont sous ISRS, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, parce que s'ils prennent un INS, vous savez, ça peut arriver, hein, on prend un INS tout seul, comme ça en automédication, c'est le drame. Donc il faut faire très attention. Donc peut-être on ne le dit pas assez, mais quand vous délivrez un antidépresseur ISRS, il faut dire attention, pas d'INS. Et puis parlez-en à tous les corps de métiers médicaux que vous allez consulter parce qu'il faut qu'ils soient au courant que vous preniez un antidépresseur. C'est un grand danger. Vous voyez, ça se manifeste très souvent parce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire brusquement. Alors on le voit assez souvent chez des personnes qui sont sous ABK, sous anticoagulants. On voit ces gens qui sur la main ont des taches rouges et puis sur les bras, etc., qui ont les gencives qui saignent, etc. Mais quand vous avez ça et que vous êtes sous antidépresseur, c'est qu'il y a un problème. Et donc, il va falloir peut-être faire quelque chose. Alors, vous voyez, on va travailler une ordonnance. C'est une ordonnance qu'on a vue avec Aïcha ensemble pour sélectionner, avec un antidépresseur, vous allez voir, et puis quelqu'un qui prend de l'Eliquis, par exemple, par ailleurs. Donc, depuis la mise sur le marché, les ISRS, alors il y a eu plusieurs études qui ont été publiées sur l'augmentation du risque hémorragique lié aux antidépresseurs. Et vous voyez, ce n'est pas quelque chose auquel on pense. On va prendre un antidépresseur, mais même des fois, le médecin, le pharmacien ne pense pas qu'il peut y avoir des hémorragies. Et pourtant, ça existe.
Alors, en particulier, alors, quand ils sont seuls, oui, on peut avoir des hémorragies, mais surtout quand vous les couplez à un INS, à un anticoagulant, à un anti-agrégant plaquettaire. Et là, ça devient très préoccupant. Donc, il est nécessaire de faire un point sur ce sujet. Et en France, j'ai beaucoup de prestations qui vont être sur ce même thème parce qu'on m'a fait appel, parce que Aïcha vous a pas dit, mais j'ai travaillé 15 ans dans un centre de pharmacovigilance et j'ai été considérablement marqué par ce passage dans les hôpitaux en pharmacovigilance. Ça m'a réveillé sur le plan des effets indésirables des médicaments. Alors, première chose, quand on veut entamer un sujet, il faut aller voir ce que dit la littérature et la presse scientifique. Je dis bien scientifique. À propos, bien sûr, des antidépresseurs. Regardez les titres. Alors, vous allez voir une succession de titres et je pense que vous allez être convaincu que si vous êtes là, il y a un motif et qu'après, votre acte officinal sera différent. Le risque de saignement avec les antidépresseurs dépend du degré d'inhibition de la recapture de la sérotonine. Vous voyez, c'est des discours qu'on ne tenait pas il y a quelques mois. Donc, c'est assez novateur, si j'ose dire. Les événements hémorragiques liés aux antidépresseurs peuvent se manifester par ecchymose, hématome, épistaxique, c'est-à-dire des saignements de nez, pétéchie, c'est-à-dire des petites taches rouges sous la peau, hémorragie gastro-intestinale, même pouvant engager le pronostic vital. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, vous allez apprendre peut-être des choses et vous allez peut-être avoir une dispensation différente par la suite. Alors, ce type d'effet n'est pas exclusivement lié aux antidépresseurs, puisque vous voyez, le tramadol, par exemple, peut lui aussi donner des effets de ce type. Donc, on utilise ces médicaments avec prudence chez les patients, bien sûr, prédisposés au saignement. Bien évidemment, là, ça devient considérablement important. L'association d'INS, je l'ai mis en rouge, et d'inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine multiplie le risque de saignement par 6. Vous imaginez ce que cela peut faire chez un individu. Incroyable. Oui. Alors ça, on va le disséquer. Je vous dirai exactement au bout de combien de temps de la prise d'un antidépresseur, je te dirai tout ça, combien de jours il peut y avoir des gros soucis. Regardez, la presse, revue de médecine interne, syndrome hémorragique sous antidépresseurs, inhibiteurs, etc. À propos de 7 cas de la littérature. Les antidépresseurs augmenteraient le risque de saignement. C'est partout dans la presse médicale maintenant. C'est récent. Avant, on n'avait pas ce discours, mais voilà, on veut mettre la communauté médicale et pharmaceutique aux aguets. Actualité, c'est moi qui ai publié ça dans ma revue Elsevier. C'est ma revue, voilà, qui est reconnaissable en vert et rouge. Antidépresseurs et risques hémorragiques, antidépresseurs, etc. C'est un pharmacien qui travaille avec moi et qui travaille dans un centre de pharmacovigilance. Il est dans une ville que peut-être vous connaissez, Nantes. Ça vous dit peut-être quelque chose. Nouvelles données sur un risque hémorragique accru par la prise concomitante d'antidépresseurs et d'anticoagulants. Il y en a des milliers. Donc, quand il y a des milliers d'articles sur un thème comme ça, c'est bien qu'il y a quelque chose. Voyez, inhibiteur de la recapture et risque hémorragique, effet indésirable possible, c'est fou. Et j'en ai pris que quelques-uns. Ordoscopie, les risques hémorragiques sous antidépresseurs. Les médicaments suivants peuvent causer des saignements abondants, menstruels. Regardez, les anticoagulants. Regardez, antidépresseurs. Ils apparaissent maintenant dans la liste. Donc, une femme sous antidépresseurs peut avoir de gros soucis. Et souvent, le médecin ne savait pas d'où ça venait. Il disait, ben oui, c'est bizarre, vous avez quand même des grosses hémorragies. Et maintenant, on sait que ça peut venir des antidépresseurs. Et je continue. Là, je pourrais continuer, mais des dizaines de publications. Alors, pour cela, nous allons analyser une ordonnance. C'est ce qu'il y a de mieux. Il faut, la formation continue, c'est très beau. Il faut, bien sûr, voir les règles fondamentales, mais aussi, il faut aller sur le terrain.
Et voilà, il faut être confronté à une ordonnance, puis ça permet de retenir aussi. Voilà. Regardez l'ordonnance. Alors, Younes et Aïcha. Hein, bon, mais le prescripteur est Younes, la malade est Aïcha. Donc, Dulofi, vous connaissez, c'est de la duloxétine. Eliquis, vous connaissez, voilà. Et puis le reste, vous connaissez certainement, il n'y a pas photo. Bien. Donc, imprégnez-vous de cette ordonnance. Face à ça, vous devez bondir. Alors qu'il y a quelques années, pas forcément. On aurait dit, bon, ben voilà. Alors, je vais vous rappeler les étapes essentielles de la dispensation. En fait, vous-même, votre équipe officinale, formez-les à cela. Si vous pouvez récupérer le visuel, faites-le parce que vous allez avoir les différentes étapes que je prône et que même les conseils de l'ordre maintenant de tous les pays mondiaux visent à instituer. Donc, les étapes essentielles de la dispensation. Voilà pour la prescription. 1. Quand vous avez en main, et formez vos préparateurs, formez toute l'équipe officinale, formez-les à ce qu'on va voir. 1. J'identifie les médicaments. C'est ce qu'on fait, voilà, c'est ce qu'on fait machinalement quand vous avez une ordonnance, vous lisez. Et en fait, votre cerveau lit, mais il identifie les médicaments, c'est-à-dire DCI et non de spécialité, et il identifie la classe pharmacologique. Donc, 1. Alors ça, apprenez surtout les préparateurs à faire ça. Et puis vos jeunes pharmaciens aussi qui rentrent avec vous dans les officines. 1, c'est du Dulofi. Donc, c'est de la duloxétine. C'est donc un antidépresseur. Ah, mais vous n'avez pas le sigle ISRS. Vous avez le sigle IRSNA. Pourquoi il n'y a pas sélectif? Parce qu'il n'est pas sélectif de la sérotonine. Donc, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. On n'a pas le droit de mettre inhibiteur ISR parce qu'il n'est pas sélectif de la sérotonine. Il y a 2 neuromédiateurs impliqués. Eliquis, apixaban, c'est un anticoagulant oral direct. Un AOD, ce sont des médicaments assez récents qui ont révolutionné la thérapeutique, parce qu'avant il y avait les AVK qui étaient très dangereux, qui sont encore utilisés, mais un peu moins. Puis le paracétamol. Ah, mais on ne peut pas le contrôler. Il n'y a pas de test pour le contrôle. Pas de test. C'est un problème parce qu'il n'interfère pas sur l'INR. Et donc, c'est un gros problème parce qu'on ne sait pas où on en est. Bon, ils sont formidables parce que, voilà, c'est... Enfin, oui, ça vous gêne de ne pas pouvoir... eh oui, je comprends. Ah ben, énormément. 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 Ouais. Mais c'est vrai que c'est une avancée, malgré tout, quand même, parce qu'on attaque la coagulation autrement. Mais oui, madame. Le risque de la duloxétine est identique aux ISRS classiques? Comment Le risque de la duloxétine est identique aux... Oui, on va voir. On va voir ça, vous allez voir. Je vais disséquer à fond. 2, alors, 1, essentiel. 2, je me renseigne sur la pathologie. C'est indispensable. Par tous les moyens. Par la famille, en questionnant la patiente, le patient. Bon, il faut rentrer dans un contexte. Donc, c'est une vraie ordonnance que j'ai prise. Donc, la patiente est atteinte d'un syndrome dépressif. Alors, on dit syndrome dépressif, bien sûr. De problèmes cardiaques. Alors, pourquoi? Je me suis renseigné, en fait. Elle est en post-chirurgie, mais depuis longtemps déjà. Post-chirurgie valvulaire après questionnement, donc. Elle a eu un remplacement valvulaire ou plus exactement une plastie valvulaire. On lui a réparé la valvule, mais comme il y a des risques après, eh bien, c'est pour ça qu'on l'a mis sous Eliquis. Et puis, elle a fréquemment des douleurs d'origine arthrosique. Voilà. Ensuite, la 3e étape, je vérifie la posologie. Là, pas de problème. Vous avez vu, c'est normal. Je vérifie qu'il n'y ait pas de contre-indication au traitement. On ne peut pas dire qu'il y ait de contre-indication particulière. Il y a des interactions, mais pas de contre-indication. Par contre, dans les interactions, aujourd'hui, dans les RCP, tous les documents qu'on trouve pour les médicaments, c'est marqué. Ça y est, les laboratoires ont franchi le pas. Donc, je regarde Dulofi.
plus anticoagulants et agrégants plaquettaires. La prudence est de mise lors de l'association de la duloxétine avec des anticoagulants oraux, etc. Eliquis plus ISRS plus, voilà, on trouve l'interaction. Elle existe, elle est marquée dans les RCP. Bien. Donc, à noter, paracétamol et AVK, il y a des petits soucis aussi. Il ne faut pas croire que le paracétamol soit dénué de problèmes. Il y a un risque d'augmentation de l'effet de l'antivitamine K. Et quand on sait le nombre de comprimés de paracétamol qui sont utilisés par la population mondiale, ça fait peur. Donc là, on peut contrôler l'INR plus spécifiquement, vous avez raison, parce que là, c'est un AVK. Donc là, on a des moyens d'agir. Donc, un petit rappel pour savoir détecter les interactions. Je recherche. Vous avez une ordonnance. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des mots-clés à rechercher, à détecter. Recherche des médicaments susceptibles d'entrer en interaction. Il y a des classes comme ça qui vous disent oh, vous avez un anticoagulant, vous dites bon, là, c'est à risque. Vous déterminez les profils physiologiques et pathologiques. C'est important. Ensuite, les équilibres physiologiques, éventuellement menacés. Par exemple, un diabétique, il peut être, évidemment, son diabète peut se déstabiliser. Les additions d'effets, etc., etc. Rechercher les médicaments à marge thérapeutique étroite. Mais ça fait partie des prestations que j'avais fait dans les années antérieures et que je vais peut-être faire du reste à Agadir sous peu. Voilà. Ensuite, à quoi je dois m'attendre comme effet indésirable pour le traitement? On regarde la liste et on voit en rouge nausée, céphalée, sécheresse buccale, somnolent, sensation vertigineuse. Il faudra bien sûr avertir le patient. Hélicis, hémorragie, contusion, épistaxique, hématome. Donc, on garde en mémoire ces effets indésirables et on peut peut-être en discuter avec le patient. Alors maintenant, que dois-je dire à ma patiente? Alors je vais aller très vite parce qu'après on va foncer sur les ISRS. Alors que dois-je dire à ma patiente? C'est toujours le même schéma. Gardez ce schéma en mémoire. Faites-vous une trame et éduquez vos préparateurs en ce sens-là et vos jeunes stagiaires, pharmaciens, etc. À propos de sa maladie, il faut lui rappeler sa maladie, mais sommairement, il ne faut pas l'affoler. Mais il faut lui dire quand même. Il faut dire, voilà, ce médicament ou ces médicaments vous ont été prescrits pour vos différents problèmes de santé. Vous voyez, vous en avez pour traiter votre baisse de morale. Dites pas forcément antidépresseur, dépression, parce que voilà, c'est un mot qu'on n'aime pas. Il faut trouver les mots adéquats, mais qui font pas peur, qui rassurent malgré tout, tout en mettant en face le patient face à sa maladie. Et pour éviter vos problèmes cardiaques compte tenu de vos antécédents, vous voyez, on reste dans le vague, mais voilà. Et puis surtout pour atténuer vos douleurs arthrosiques, puisque vous en souffrez souvent. Ça permet d'ouvrir le discours avec votre patient et c'est très convivial, en fait, malgré tout. Voilà, ça crée un lien avec votre patient. À propos de la conservation, toujours, pas apporter des enfants, ça c'est clair. À l'abri de l'humidité, dans son emballage, etc. Regardez la date de péremption, c'est important. Donc la conservation, oui, tout à fait. À propos de la prise de ces médicaments, n'oubliez jamais, vous avez un traitement à suivre pour votre morale, il faut que vous le preniez régulièrement, tous les jours, et bien spécifier le moment de prise, soit le matin, soit le soir, comme c'est bien spécifié. Ne prenez, alors il y a marqué sur l'ordonnance du paracétamol. Attention, on ne prend pas n'importe comment le paracétamol. On le prend que quand on en a besoin, en cas de besoin. Vous avez des gens qui s'habituent trop au paracétamol. Or, le paracétamol est hépatotoxique, irréversible. Ça peut être dramatique. Donc, quand vous avez sur une ordonnance du paracétamol, dites-le. Ne vous habituez pas au paracétamol, prenez-en quand vous avez besoin, point. C'est d'accord, hein? Ça, vous rendez service. Alors juste, pour un rappel, vous savez, Ah oui. Alors, vous savez, les médicaments sont métabolisés en plusieurs phases. Vous avez une première phase, quand un médicament arrive dans votre tube digestif, il arrive au niveau hépatique, évidemment, bien sûr. Donc, il y a une phase 1 où il est oxydé, réduit,
hydrolysés. Pourquoi? Pour qu'il y ait l'organisme et le coupe en morceaux avec tout ça, pour qu'il puisse l'évacuer, pour le rendre... Ah non, on n'est pas tous pareils parce que vous voyez, il y a des enzymes qui métabolisent et nous avons un équipement enzymatique qui diffère d'un patient à l'autre. Donc on n'est pas tous égaux face à la métabolisation des médicaments. Mais c'est une première phase. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de conjugaison qui va permettre une hydrosolubilité parce que ça permet d'éliminer les médicaments dans l'urine. Voyez, donc on les travaille, ces médicaments. Donc, conséquence, buvez beaucoup. Je l'ai dit hier, mais je le rappelle aujourd'hui, si vous ne buvez pas, vous n'allez pas solubiliser suffisamment les médicaments qui auraient été conjugués. Il faut les éliminer, ces médicaments. Et donc, il faut boire. C'est 1,5 litre d'eau. C'est 1,5 litre d'eau par jour pour pouvoir bien éliminer ces médicaments. Alors, est-ce que vous connaissez le métabolisme du paracétamol ou vous voulez que je vous le rappelle 2 secondes pour vous faire peur? Pour vous faire peur. Voilà. Regardez. Je prends du paracétamol raisonnablement. Voilà. De temps en temps. Voilà. Comme je devrais faire. Ce que j'appelle la dose thérapeutique. Le paracétamol est conjugué, oxydé, conjugué. Vous voyez, métabolite de conjugaison. Mais il y a une petite oxydation qui le rend toxique. Et oui, le paracétamol dans votre organisme est métabolisé par des enzymes en métabolite toxique. Sauf que, quand vous en prenez à dose normale, eh bien, ce métabolite est pris en charge par le glutathion que nous avons dans le foie et conjugué, éliminé. Pas de problème. Bien. Regardez un surdosage. Alors, soit pour une tentative de suicide, ou alors parce que vous en prenez trop souvent, parce que vous êtes âgé, que vous en prenez matin, midi, soir, tous les jours, depuis des mois. Vous épuisez vos réserves en glutathion et regardez bien sur la droite, voilà, le métabolite toxique formé par oxydation, eh bien, il est dépassé, le glutathion est dépassé, il n'y en a pas assez. Donc ce métabolite toxique est cytolytique. Et là, c'est la catastrophe, puisque votre paracétamol devient totalement toxique. Et c'est la grande toxicité hépatique. Voilà. Et vous voyez, c'est pas très sympa cette petite icône parce que c'est une tête de mort. Ça peut aller vers le décès du patient. Donc vous voyez, le paracétamol, honnêtement, le paracétamol aujourd'hui arriverait en commission d'AMM, il resterait en liste. Il aurait été listé, il serait passé dans les tableaux A ou B ou voilà. Vous voyez, à ce point quand même. Mais comme il est ancien, on n'a pas et on compte sur le pharmacien pour pouvoir être vigilant et dire pas trop de paracétamol. Bref, c'était un aparté. Ensuite, à propos des prises pour la patiente, vous lui expliquez bien. Hein, pas d'oubli, pas de double prise, ça c'est inévitable. Ensuite, à propos des effets indésirables, il ne faut pas les lui cacher, les effets indésirables. Il ne faut pas lui dire non. Il faut lui dire, comme tout médicament, vous avez des risques d'effets indésirables. Si vous avez des problèmes, si vous avez des effets indésirables qui surviennent, venez me voir, je vous dirai la marche à suivre. D'accord? Mais il ne faut pas lui cacher. Là, il faut quand même lui dire, attention, vous avez des risques de saignement. Si vous avez le nez qui saigne, si vous avez des saignements qui apparaissent sur les mains, etc., les gencives qui saignent, venez me voir, je prendrai une décision avec vous, je vous dirai s'il faut aller voir un médecin. Et puis, la surveillance, dites si vous avez une surveillance, allez-y, c'est important, parce que le médecin a besoin de savoir hein, ce que... voilà, il faut qu'il sache exactement ce qui se passe. Donc, allez au laboratoire d'analyse médicale si vous avez un suivi à faire. Et à propos des interactions médicamenteuses, évitez l'automédication. Ça, c'est une règle qu'il faut dire pratiquement lors de toute ordonnance. Et à propos de la conduite automobile, ben, vous avez un antidépresseur. Voilà, il y a des risques, hein, parce que somnolent, etc., etc. Et puis les conseils généraux. Voilà, buvez pour éliminer. Pas trop de soleil en général. Beaucoup de médicaments sont photosensibilisants.
Alors, un petit rappel sur les antidépresseurs. Voilà. Vous savez que ça permet de modifier l'humeur, les pensées négatives, le comportement, et c'est essentiel. Et vous avez aujourd'hui, dans tous les pays du monde, hein, et c'est peut-être dû aussi, c'est une conséquence de la Covid, où il y a eu des changements importants dans notre comportement, et beaucoup de gens, peut-être, ont des... je vérifie aussi, tu vois. Beaucoup de personnes ont des problèmes liés à la dépression. Mais l'antidépresseur, c'est bien beau, mais il faut une prise en charge globale. La psychothérapie, c'est pas mal aussi avec. Hein. Si les personnes peuvent, ça serait pas mal. Voilà, donc, c'est quoi la dépression? Eh bien, vous avez de nombreux neurotransmetteurs. Vous avez de nombreux neurotransmetteurs qui peuvent être perturbés. Et on le sait aujourd'hui, la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline sont en baisse. Donc, il va falloir remonter les taux de sérotonine chez ces patients antidépresseurs. Vous voyez, la sérotonine, elle est fabuleuse parce qu'elle équilibre le sommeil, l'appétit, l'humeur, la dopamine, l'humeur, la motivation, la noradrénaline, l'attention, le sommeil. Donc, sommeil, appétit, humeur, motivation, attention sont perturbés et donc les antidépresseurs vont viser à rétablir tout cela. Donc, le médecin a le choix. Est-ce qu'il donne un inhibiteur sélectif de la sérotonine? Est-ce qu'il donne un inhibiteur de la sérotonine ou de la noradrénaline? Ou est-ce qu'il donne un tricyclique qui, lui, soigne tout? Voilà. Il faut qu'il choisisse. Mais on s'est aperçu, alors ça va vous servir, que quand on donne un sélectif de la sérotonine, en fait, ça améliore considérablement la dépression parce que le fait de remonter le taux en sérotonine va permettre aux autres neuromédiateurs de remonter aussi. Donc, par voie de conséquence, on augmente les taux de sérotonine, mais tous les autres vont suivre au bout de quelques temps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de psychiatres vont vers la prescription des ISRS parce qu'en fait, ça soigne l'ensemble des neuromédiateurs. Alors voilà, le choix est important, hein, adapté à chaque individu. Vous voyez, en général, en première intention, c'est soit les ISRS ou les IRSNA. Alors, il y a des personnes qui se trouvent mieux avec les ISRS, d'autres mieux avec les IRSNA, etc. Et ça, c'est au fil des consultations. Le malade est revu au bout de 2 mois, 3 mois, et si ça ne marche pas bien avec un ISRS, il va basculer, il va dire, attendez, on va changer, je vais vous changer d'antidépresseur. Mais il ne saura pas, le patient, lui. Mais vous saurez qu'on va aller vers un autre antidépresseur. En cas d'inefficacité, vous voyez, on peut aussi prescrire un imipraminique, qui sont les plus anciens, mais finalement les plus efficaces. Parce qu'ils ont vraiment une capacité de remonter le taux de neuromédiateurs inespéré. Sauf qu'ils sont mal supportés. Ils sont mal supportés. Il y a des sécheresses buccales, il y a des effets anticholinergiques, ce n'est pas la panacée. Et les patients sous antidépresseurs tricycliques ne sont pas forcément très très bien. Et plus rarement, on peut donner du Stablon, peut-être vous connaissez, du valdoxan, la gomélatine. Et puis vous avez un arbre décisionnel qui, le médecin se sert beaucoup de cet arbre décisionnel pour pouvoir accéder à la bonne classe thérapeutique. Alors ce n'est pas le but aujourd'hui, mais je voulais vous montrer qu'il y a des arbres décisionnels maintenant. Alors là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Vous avez sous les yeux une terminaison, une synapse. Vous savez, les neurones présynaptiques, le neurone postsynaptique, avec des messages qui vont passer du neurone présynaptique au neurone postsynaptique. Alors vous voyez, il y a des vésicules qui contiennent de la sérotonine dans le neurone présynaptique. Cette sérotonine est libérée dans l'espace synaptique. Vous voyez ces petits ronds bleus, ici, là, qui vont être libérés, qui schématisent la sérotonine et qui sont recaptés par le neurone postsynaptique. Eh bien, dans la dépression,
on a beaucoup moins de sérotonine. Vous êtes d'accord? Bien. Donc, dans la fente synaptique, il n'y en a pas beaucoup. Et on a eu l'idée de inhiber la recapture, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que physiologiquement, la sérotonine, par raison d'économie pour notre organisme, est recapturée en partie pour raison d'économie. Mais quand on n'a pas beaucoup de sérotonine, il faut qu'il y en ait plus dans la fente synaptique. Donc, on empêche cette recapture. Donc, on va maintenir dans la fente synaptique beaucoup de sérotonine et l'influx nerveux va passer. Et le malade qui était prostré, parce qu'il n'avait pas assez de sérotonine, les influx nerveux ne passaient pas, il devenait lent, son idéation était lente, il n'était pas bien. Le fait d'inhiber la recapture de la sérotonine va laisser dans la fente synaptique beaucoup de sérotonine qui va passer sur le neurone postsynaptique et il revit, il repart. Vous voyez, c'est ça le mode d'action d'un antidépresseur. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais certainement. Mais bon, c'est bien de revoir un peu les bases. On s'égare quelquefois et c'est bien dommage. Moi, j'avoue que je suis fan de pharmaco parce que je suis agrégé de pharmaco et ça m'a passionné de pouvoir travailler le mécanisme d'action des médicaments. Sauf qu'ils n'agissent pas immédiatement. Il faut un temps de latence. Dites-le au patient. Pourquoi? Parce que si vous ne le dites pas, il va arrêter. Il va dire ce truc, ça ne sert pas, je m'en fous, ça ne sert à rien, j'arrête. C'est vraiment une cause d'inobservance. Donc dites-lui, attention, c'est long, il faut 2 à 4 semaines avant que les symptômes régressent. Pensez-y, c'est important. Alors les effets indésirables, il y en a beaucoup, mais c'est comme ça, c'est le bénéfice-risque. Il y a tout médicament, il y a du bien, il y a du mauvais. Il faut savoir que le mauvais, il faut le connaître. Le mauvais, somnolence diurne, nausée, céphalée, constipation, etc. Nausée. C'est une cause d'arrêt de la thérapeutique. Mettez-vous à la place du malade. Il est déprimé, il prend ce médicament, il a envie de vomir, il n'est pas bien, il est vaseux. Il se dit, ce truc, c'est pas possible, je ne peux pas continuer, j'arrête, j'en ai marre. Et non, on ne peut pas. Alors, savez-vous pourquoi? Et puis, les hémorragies, regardez. La duloxétine en particulier, saignements anormaux, c'est marqué dans le RCP. Ça y est, enfin. Et voilà. Donc, pourquoi il y a des nausées? À votre avis, est-ce que vous avez une idée pour laquelle il y a des nausées? Ça vient de la sérotonine. Le malade était habitué à un taux de sérotonine bas. Suivez-moi bien mon discours, parce qu'il n'avait pas assez de sérotonine. Bien. On lui donne un médicament, ça augmente le taux de sérotonine. Or, la sérotonine qui augmente dans le cerveau va générer des nausées immédiates. Pourquoi? Eh bien, vous pouvez le savoir parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont des antagonistes des récepteurs à la sérotonine, 5-HT3, les cétrons. Vous connaissez les cétrons? Comment ils agissent? Ce sont des antagonistes des récepteurs 5-HT3 de la sérotonine. C'est-à-dire, chez un patient qui a des nausées, on lui bloque son système sérotoninergique. C'est pour ça qu'au début, il a envie de vomir. Il a des nausées, il est vraiment pas bien. Mais il va s'habituer petit à petit à ce climat sérotoninergique normal qu'il a retrouvé. Et donc, ça va s'estomper. Mais les nausées peuvent perdurer 15 jours à 3 semaines. Dites-le au patient. Vous lui dites, attention, c'est pas efficace tout de suite. Deuxièmement, vous n'allez pas être bien pendant au moins 15 jours à 3 semaines. C'est normal. Alors, rassurez-le et même encouragez-le. Vous lui dites, plus vous aurez de nausées, plus c'est efficace et plus ça montre que vous aviez besoin d'augmenter votre sérotonine. Et là, il est ravi. Il se dit, j'ai des nausées, mais yes, ça va le faire, je vais guérir. Donc, vous voyez, c'est un moyen de passer du mauvais au bon. C'est quelque chose d'important à lui dire. Alors, bien sûr, le traitement est long. Il ne faut pas arrêter un antidépresseur 8 jours après. Non. Il faut continuer plusieurs semaines, plusieurs mois même. Il faut asseoir le traitement. Et voilà. Sauf que, malheureusement, vous avez des personnes qui, au bout de 6 mois, ils arrêtent. Et puis, ça va bien le 7e mois, le 8e mois, ça va bien. Puis,
au fil des mois, ils sont moins bien. Ils reviennent voir leur médecin qui leur dit ah, attendez, on va recommencer un petit traitement parce que voilà. Et vous avez des personnes qui pratiquement sont en chronique d'antidépresseurs. Parce que c'est comme ça, parce qu'ils ont un taux de sérotonine qui est bas et on ne peut pas aller contre, il faut qu'ils se traitent. Alors, les antidépresseurs ne sont pas que donnés dans les dépressions. Hein. Peut-être vous le savez, hein. Dans les troubles anxieux, les anxiétés généralisées qu'on appelle, hein, dans les troubles du comportement alimentaire, dans les pathologies psychiatriques associées à des troubles émotionnels, dans la prise en charge de certaines douleurs, les douleurs neuropathiques en particulier. Donc il n'y a pas que la dépression. Alors les classes, vous les avez, on va les passer très vite, hein, bien évidemment. Regardez. Les ISRS, citalopram, fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine, sertraline, avec les non-spécialités en face, ils augmentent la sérotonine. Voilà. Ensuite, les IRSNA, donc, dont le Dulofi du reste, sérotonine et noradrénaline. Alors c'est vrai qu'avec certains patients, ça va plus vite, parce qu'on touche les deux neuromédiateurs. Et des fois, ça va vite, beaucoup plus vite que simplement un sérotoninergique. Mais ça, c'est le psychiatre qui va décider. Voilà. Après, vous avez les tricycliques, connus, très efficaces, mais mal tolérés, avec beaucoup d'effets secondaires. C'est ça qui les pénalise énormément. Et puis, vous avez les IMAO. Alors, les IMAO, on ne les aime pas. Hein. Non, ça, il n'y a pas un seul pays au monde qui adore les IMAO. Mais ça peut rendre des services dans des dépressions graves. C'est quelquefois, les médecins ont besoin de ces IMAO dans certaines situations. Là, ça marche. Les dépressions rebelles, un IMAO, je vous assure que, en général, ça marche. Et puis, vous avez des petits égarés comme ça, des brebis égarés, valdoxan atimil, mirtazapine, tianeptine, vortioxétine, etc. Ça marche, c'est bien. Et l'avantage, c'est que ça n'en passe pas par la sérotonine. Donc, il n'y a pas de risque hémorragique ou très peu. Donc ça, c'est un avantage. C'est une personne qui est sujette aux hémorragies ou qui prend par ailleurs des problèmes, des médicaments pour la coagulation. Alors, gardez ça. Alors, c'est la diapo phare. S'il y en a une que vous devez retenir, c'est celle-ci. Antidépresseurs IRS-S, IRS-NA, couramment prescrit, mais attention, complications hémorragiques. Donc, le pharmacien a un rôle essentiel pour identifier au comptoir les situations à risque de saignement avec les antidépresseurs. Ceux qui ont assisté à des tables rondes ont pu voir que le rôle du pharmacien est majeur aujourd'hui. Plus cela ira, plus le pharmacien aura un rôle important. Et je peux vous dire qu'en France, je milite énormément pour accroître ce rôle du pharmacien, parce que c'est tellement important. C'est la proximité, c'est écoutez, c'est le premier recours, quoi. Faut pas avoir peur. Et aujourd'hui, si j'ai un message à donner aux pharmaciens, c'est oser. D'ailleurs, j'ai entendu ce mot hier dans les tables rondes, oser. Le pharmacien n'ose pas assez, parce que il est complexé plus ou moins par le médecin. Il n'ose pas parce que, moins maintenant, j'ai vécu, moi, j'ai fait mes 2 études, médecine et pharmacie. Je peux vous dire que quand je suis arrivé en études de médecine, j'ai compris que j'étais un pharmacien. Et c'est pas dans l'amphi, on m'isolait pas. Bien évidemment, au contraire, on me demandait des renseignements sur les médicaments. Mais j'étais le pharmacien du groupe. Vous voyez, donc il y avait... voilà, d'ailleurs, jusqu'à la fin de mes études, j'ai eu cette ségrégation. Mais bon, c'est autre chose. Donc, voyez, retenez ça aussi comme écran. ISRS plus AIDS, ISRS plus anticoagulant. Alors quand je dis ISRS, c'est aussi les autres, hein, mais voilà, c'est surtout les ISRS. Plus anti-agrégants plaquettaires. Vous voyez, le CERDEP, pensez à ça. Peut-être vous n'y pensiez pas suffisamment auparavant. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez me dire, monsieur Buxon, c'est bien gentil. Vous me dites que les ISRS, il y a des risques d'hémorragie, mais pourquoi? D'où ça vient? Quelle en est la raison? Que je comprenne. Dans le système nerveux central, dans le SNC,
les ISRS inhibent la protéine membranaire transportant la sérotonine, qui s'appelle CERT, et bloquent ainsi la réabsorption de la sérotonine synaptique dans le neurone présynaptique. Mais ils n'inhibent pas seulement la recapture de la sérotonine dans le SNC, ils inhibent aussi la recapture de la sérotonine dans les plaquettes. C'est-à-dire que votre sérotonine ne va pas rentrer dans les plaquettes. La sérotonine plaquettaire n'est pas issue de ces mégacaryocytes qui sont des cellules majeures, vous voyez. La sérotonine plaquettaire est sécrétée par les cellules entérochromaffines de l'intestin grêle, puis elle est captée par les plaquettes grâce à ce transporteur. En fait, les plaquettes captent la sérotonine via le transporteur SERT. Bien. Alors, comment ils agissent, ces ISRS? Eh bien, la libération de sérotonine par les plaquettes en réponse à une lésion vasculaire, comme vous disiez tout à l'heure, Aïcha, déclenche une vasoconstriction et une agrégation plaquettaire, et la prise d'ISRS tend à diminuer les réserves de sérotonine à l'intérieur des plaquettes, réduisant l'efficacité de l'hémostase. Et c'est comme ça, parce qu'on est inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, qu'on empêche les plaquettes de bien fonctionner. Voilà. Et ça, vous comprenez tout de suite, effectivement, le mécanisme d'action. Donc, diminution de l'agrégabilité et de l'activité plaquettaire, allongement du temps de saignement. Voilà. Alors, vous avez un petit schéma que j'ai réalisé avec mon collaborateur. Vous voyez, vous avez ici une plaquette sanguine. Vous voyez, alors vous avez la sérotonine qui est captée par le transporteur CERT. La sérotonine va rentrer dans les plaquettes et va se mettre dans des granules. Voilà. Elle va s'associer dans des granules. Voilà, elle va se stocker. Et voyez, les ISRS et les IRSNA, du reste, ici schématisés en jaune, bloquent le transporteur. La sérotonine ne rentre pas. Drame absolu, puisque ces granules denses qui renferment en fait de la sérotonine, vous voyez, la libération lors de l'activation des plaquettes est cruciale pour l'agrégation et la formation du clou hémostatique, notamment vasoconstriction. Donc, comme il y a moins de granules denses, mais les plaquettes ne fonctionnent pas. Vous avez l'explication. Ça va vous marquer, parce que on a beau dire, dans le Vidal, on voit, ou dans les RCP, on voit, attention, les ISRS peuvent donner des hémorragies, etc. Mais pourquoi? Mais comment? Quand on connaît ça, et ça peut parer à toute question, là. Et c'est simple, comme mécanisme d'action, franchement, on ne peut pas plus faire ça. Et ce petit schéma est assez parlant, parce qu'au moins, on comprend. C'est vu? Vous avez bien saisi tous. Voilà. Donc, en bref, je retiens. À dose thérapeutique, les ISRS inhibent le transporteur membranaire, certes, diminution de la sérotonine intraplaquettaire, etc. Voilà ce qu'il faut retenir pour cet effet indésirable. Alors, il n'y a pas que ce mécanisme d'action, et c'est ça qui est encore plus grave, c'est qu'on s'est aperçu que les ISRS, notamment l'escitalopram, induit aussi une aggravation de la thrombocytopénie. Vous imaginez un peu? Voilà. Donc, c'est pas le seul, le mécanisme primordial, c'est l'inhibition de la sérotonine, mais aussi tout cela, et même plus, inhiber la réponse des plaquettes à la thrombine, interférer avec les voies de signalisation pour les citalopram. Vous voyez, vous vous rendez compte de l'impact que cela peut avoir. La plupart des données cliniques relatives au risque hémorragique, vous voyez, sont obtenues dans le contexte des ISRS, donc fluoxétine, sertraline, paroxétine, fluvoxamine, citalopram et icetalopram. Mais la venlafaxine, oh là, c'est dur à dire, est un IRSNA et aussi incriminé. Il allonge le temps de saignement, il provoque des hémorragies des muqueuses, des ménorragies, des métroragies. Vous voyez, il n'y a pas que les ISRS. Vous êtes d'accord? Bon. Très bien. Et d'ailleurs, c'est bien signalé dans le RCP. On ne va pas le lire, mais maintenant, le RCP l'a mis. Donc, c'est officiel.
C'est pas quelque chose voilà, qui est jeté comme ça par hasard, pas du tout. C'est dans le RCP. Voilà. Alors là, c'est des choses un petit peu plus larges maintenant. Une revue d'articles décrit le risque hémorragique. Vous voyez, augmentation du risque de 1,16 à 2,36. Ça va même 6 fois plus dans certaines études. Les ISRS semblent davantage incriminés. Mais il n'y a pas que les ISRS. Vous voyez, une méta-analyse d'études observationnelles sur le risque hémorragique au cours d'un traitement par ISRS a montré un risque accru d'au moins 36%. Vous voyez, c'est pas rien tout cela. Bon, bref. Alors, les ISRS sont avant tout impliqués dans les hémorragies digestives et dans les rectorragies, qui ont été également rapportées. Donc, vous comprenez le danger qu'il peut y avoir en associant un IRSS avec un INS. Vous imaginez. Alors par contre, si on prend un IPP, un inhibiteur de la pompe à protons, un antiacide, on va améliorer la situation. Mais ça, on va le voir. Et j'ai droit jusqu'à quelle heure, Aïcha? D'accord. D'accord. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Il est précieux. Voilà. Alors, il n'y a pas que l'estomac qui va saigner sous ISRS. Regardez. Pensez-y. Hein. Gencive, peau, sous-conjonctive, fosse nasale, site d'intervention chirurgicale. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Donc, vous voyez, ça peut être un déclic aussi à l'officine. Vous voyez, quelque chose qui est très bien. Quand quelqu'un vient chercher un dentifrice, c'est un petit conseil que je vous donne, vient chercher banalement un dentifrice, comme ça, et il vous dit, bah, j'aimerais que vous me conseilliez, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme dentifrice? Vous lui posez une question. Vous lui dites, tout se passe bien quand vous brossez vos dents, vous n'avez jamais de saignement de gencives. Si vous dites, oh là, n'en parlez pas, oui, j'ai beaucoup de gencives qui saignent. Et là, vous regardez son traitement. Vous dites, attendez, on va regarder, mais je vais vous donner, ceci dit, un dentifrice qui peut freiner ces saignements. Mais questionnez-le, c'est important. Les gencives qui saignent, c'est pas normal. Il y a deux causes aux gencives qui saignent. Soit c'est une insuffisance de propreté des dents, c'est-à-dire qu'on ne se brosse pas les dents 2 ou 3 fois par jour. Ça, évidemment, dès que vous arrêtez 2 jours, paf, les gencives saignotent. Si vous reprenez votre dentifrice, ça se normalise. Mais il y a aussi le problème de la coagulation qui peut être perturbée. Donc pensez-y, c'est une bonne fixation de savoir ce qui se passe pour un individu donné. Et vous avez aussi des saignements gynécologiques, ménorragie et métrorragie parmi les effets indésirables. Voyez, une analyse menée sur 93 femmes souffrant de ménorragie, métrorragie ou saignement post-ménopausique, risque accru observé chez celles qui recevaient des antidépresseurs. Et voilà, donc vous avez une solution qui peut vous être une explication qui peut vous être donnée. Si cette femme est sous antidépresseur, si elle revient pour des saignements, vous lui dites, attendez, vous prenez un antidépresseur, non, on va aller en parler au médecin, revenez voir votre gynécologue et en principe, il y aurait peut-être des raisons pour que ça vienne en partie de là. Vous avez des tas d'analyses. Méta-analyse, vous voyez, c'est une méthode statistique qui combine les différents résultats de plusieurs études. Bon, bref, augmentation des hémorragies du post-partum. Ça pose un problème chez les femmes enceintes qui sont, après leur grossesse, sous antidépresseurs. Risque d'accident vasculaire cérébral, vous imaginez, ça fait des ravages. Beaucoup de sujets âgés sont sous antidépresseurs. S'ils sont sous ISRS, drame, c'est un drame. Particulièrement, pas d'INS chez ces gens-là. Voyez? Absolument, absolument. Et soyez très vigilants. Et voilà. Et c'est pour ça que vous avez chez les sujets âgés beaucoup, on a une explication aussi par ce biais-là, beaucoup de problèmes d'hémorragie cérébrale. Alors, tu me posais tout à l'heure la question, combien de temps? Regarde. 25 semaines en général. Donc 25 semaines, ça fait combien de mois 6 mois, quoi. 5-6 mois. Voilà. C'est pas tout de suite, heureusement. Voilà. Il faut du temps.
Oui. Ouais. Voilà. De toute façon, toutes les études évoquent le surrisque hémorragique qui disparaît dès l'arrêt du traitement, par contre. Il faut quelques semaines, mais dès que c'est disparu, après, il n'y a plus trop de risques. Et voilà. Ils n'arrêtent pas, on ne peut pas arrêter. Ah ben, il faut changer de famille. Alors, le mieux serait peut-être d'aller vers un IRSNA, parce que c'est moins impliqué, mais peut-être la myrtazapine, le Norset, peut-être... oui, voilà. La myrtazapine? Oui. Oui, mais l'olanzapine plus. La myrtazapine, elle n'est pas tout à fait de la même famille. Elle est proche, mais elle n'est pas tout à fait de la même famille. Alors, vous voyez, attention à l'aspirine. C'est bien marqué dans les RCP. Concernant la warfarine, alors là, c'est dramatique, bien évidemment, le citalopram, les citalopram, mais aussi hors ISRS. Bon, bref, vous voyez, on pourrait parcourir toute la presse pharmaceutique et médicale, on trouverait accroître le risque hémorragique, etc., etc. Alors, par contre, regardez bien, ça c'est très important. Alors, voilà un écran à retenir aussi ce matin. Vous voyez, l'effet protecteur des IPP, ce qui suggère que les IPP pourraient atténuer le risque d'hémorragie gastro-intestinale. Moi, je ne suis pas pour les IPP au long cours, mais bon, on va en reparler. Voilà. Alors, vous voyez, dans le tableau des facteurs de risque de saignement anormal, ben regardez, les ISRS, ils y sont partout. On les a rajoutés, chose qu'on n'avait pas mis avant. Ils y sont. Il n'y a pas que l'âge pour les hémorragies gastro-intestinales. Les ISRS, les IRS, les INS, au même titre que les INS, vous vous rendez compte? L'utilisation d'ISRS, hémorragie cérébrale, vous voyez, hémorragie du postpartum, donc ça fait peur, c'est sûr. C'est un problème. C'est un problème. Alors, on va terminer par au comptoir de l'officine. Rôle essentiel pour la prévention des risques hémorragiques, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sensibilise les patients au risque potentiel du saignement associé aux antidépresseurs. Il a, par exemple, un ISRS, vous lui dites, voilà, vous allez, alors ça, c'est génial, vous allez être beaucoup mieux, vous l'avertissez que ce n'est pas efficace tout de suite, que voilà, il faut du temps pour qu'il aille mieux, mais que ça va le faire, qu'au début, il peut avoir des nausées, mais que au fil du temps, il faut qu'il soit vigilant face à des petites hémorragies qui pourraient survenir. Et puis quand vous le reverrez pour les renouvellements, vous lui dites au point de vue gencive, vous n'avez pas de saignement de gencive, tout va bien. Vous voyez, donc sensibiliser. Et vous lui dites, vous ne prenez pas d'INS. C'est comme ça, les INS peuvent perturber la coagulation. Attention, vous vérifiez systématiquement les interactions médicamenteuses, et en particulier qu'il n'y ait pas d'INS, qu'il n'y ait pas d'anticoagulants. Être particulièrement vigilant avec certains antidépresseurs, bien évidemment. Donc, vous voyez, c'est surtout les ISRS, fluoxétine, paroxétine, sertraline, etc., etc. En cas de facteur de risque de saignement identifié, peut-être même en parler au médecin, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous avez au Maroc des opinions pharmaceutiques que vous pouvez envoyer au médecin, peut-être pas. Vous pouvez l'appeler, mais ce n'est pas codifié dans un document écrit que l'on envoie. Voilà. Nous, on a ça. Donc, ça ne plaît pas toujours au médecin, parce qu'il reçoit... Mais il y en a qui apprécient. Il y en a qui apprécient. Voilà. Ça passe. Alors maintenant, il y a une intervention chirurgicale. Vous me suivez? Il y a une interaction. Il y a une intervention chirurgicale. Donc, il va falloir alerter le patient avec le risque hémorragique plus important. Une étude a mis en évidence une augmentation du risque de saignement périopératoire chez les patients sous ISRS. Et ça pose un problème. Parce que si j'arrête, c'est embêtant, le patient ne sera plus traité. Voilà. Alors, il est recommandé d'arrêter théoriquement au moins 2 semaines, mais je ne suis pas forcément
parce que l'arrêt de l'antidépresseur peut régénérer des crises d'angoisse et le malade n'est pas bien avant l'intervention et c'est pas mieux. Alors bien sûr, passer à un autre antidépresseur, mais ça se fait pas facilement. Mais souvent, le chirurgien, quand il y a la visite anesthésique, dira vous prenez un ISR. Donc, on va essayer. Écoutez, vous allez prendre ce nouvel antidépresseur pendant quelques temps avant l'opération et après, on reviendra à l'antidépresseur que vous connaissez. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Bon, alors, recommandations pour le pharmacien d'officine. Comment limiter le risque? Les IPP. Voilà. Ils diminuent le risque hémorragique gastro-intestinal chez les patients traités par ISRS. C'est une porte de sortie élégante, mais je ne suis pas pour la mise au long cours des IPP. Pourquoi? Parce que regardez en vert, je l'ai mis, que risque le sujet qui est sous IPP? Des fractures, eh oui, de l'hypomagnésémie, des carences en vitamine B12, des problèmes rénaux, des infections. C'est un problème. C'est un problème parce que nous ne sommes pas faits pour vivre avec un inhibiteur de la pompe à protons. Notre estomac a besoin d'acidité pour éradiquer les germes. Donc si on n'éradique pas assez les germes, certains peuvent s'installer et c'est absolument dramatique. Limiter le risque, faire le bon choix. On a besoin. On a besoin. Donc, on ne peut pas vivre avec un IPP. Malheureusement, je ne sais pas, mais nous, en France, c'est une catastrophe. Hein. Les médecins laissent... Ah oui. Ah, mais c'est infernal. Alors, c'est vrai que le patient est bien, parce qu'il n'a pas de brûlure d'estomac. Il se dit, ça va, ma foi, je continue. Non, c'est une catastrophe. Il faudrait militer pour qu'il arrête son inhibiteur de la pompe à protons. Alors, évidemment, comme les antidépresseurs sont au long cours, qu'est-ce qu'on fait? Les IPP au long cours. Voilà, c'est le gros problème. Non, je crois que dans ces cas-là, si c'est un sujet vraiment à risque, il faut faire le bon choix de l'antidépresseur. Voilà. Vous voyez, d'une manière générale, il semble que les ISRS favorisent davantage le risque hémorragique que les inhibiteurs non sélectifs. Donc on a cette porte de sortie, on reste quand même dans la même classe, on va vers un antidépresseur qu'on appelle dual, sérotoninergique et noradrénergique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais remercier et Aïcha et Younes Belayatchi, qui vraiment est un monsieur exceptionnel, comme Aïcha du reste, sont deux personnes exceptionnelles. J'ai vraiment un bonheur à les rencontrer chaque année. Et du reste, son épouse aussi, qui est au fond de la salle, est exceptionnelle. Donc, merci à tous. Merci à tous les Marocains qui m'accueillent depuis toutes ces années. Et puis, ce que je peux dire, c'est longue vie à ce congrès Officine Expo, qui est un merveilleux congrès. J'en fais beaucoup sur la planète. Mais je peux vous dire que quand on m'invite à Officine Expo, je suis content. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, je vais vous poser des questions. Ah. Et on voilà. Merci infiniment. Toi avant de parler. Selma Chéridoise. Oui, on est On la connaît tous. On la connaît tous. Merci. Donc, merci parce que c'est un sujet véritablement qui est très innovant pour nous. Là, on va être beaucoup plus sensible à cela. Moi, j'ai deux questions à poser. Oui. La première, quand quelqu'un a des problèmes, disons ostéo-articulaires ou autres, où il est en crise et doit prendre des antalgiques et des anti-inflammatoires, Oui. et qui sous antidépresseurs. À ce moment-là, que fait-on et est-ce qu'on peut les prendre avec une durée très limitée? Je parle des INS. Des INS. Ça, c'est la première Ouais. question. Oui. Et la deuxième, de plus en plus, on préconise au Maroc, il y a, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de carences en vitamine D. Oui. Et très souvent maintenant, on préconise plutôt la forme K2D3, donc avec la vitamine K. Oui. Voilà. Et quelle est à ce niveau-là pour les personnes, les patients qui prennent des antidépresseurs et le K2D3, est-ce qu'il n'y a pas de problème Non. du tout? On peut. Au contraire, c'est même recommandé. C'est C'est même même recommandé. La Vas-y. première question, attends, Pour les INS. Les INS. INS. Bien sûr qu'il ne faut pas d'INS, mais on peut pendant quelques jours. Il y a pas 7 jours. Mais par contre,
il faut être à l'affût. Par exemple, quand vous avez l'ordonnance, le patient est là, vous savez tu sais qu'il prend des antidépresseurs. Tu lui dis, bon voilà, le médecin vous a prescrit un INS. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous voyez que vos gencives saignent, si vous avez des plaques rouges sur la peau qui saignent, une petite hémorragie, venez me voir. Et on verra, on appellera le médecin et il statuera, il vous donnera peut-être autre chose. Mais voilà le discours. Mais Oui. on peut. Oui, c'est pas interdit. Une semaine jusqu'à 7 Voilà. jours, pas de problème, mais recommandez quand même la prise de la vitamine Ce n'est- D3 avec la K2 Voilà. et avec du bon magnésium, le magnésium Voilà. organique. Voilà. Ce n'est pas une contre-indication, les INS c'est Oui. une recommandation. En Et, plus. et voilà. Maintenant, on va peut-être évoluer, on va voir ce que ça va donner. Mais on peut le faire. Mais il ne faut pas longtemps. Le temps des douleurs, point. D'accord. C'est pour ça, du reste, que le médecin a marqué Tu as une paracétamol. question? Alors, on peut prendre des corticoïdes, sachant que les corticoïdes peuvent aussi générer des hémorragies. Moins, mais beaucoup moins. Mais on peut. Il n'y a pas de problème. Non, on peut. Il n'y a pas de contre-indication. Mais là aussi, ça fait partie du conseil. Tu peux toujours dire, ah ben oui, mais voyez, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Surtout les gencives. Les gencives, si ça saigne, non, venez me voir. On verra, on discutera. J'appellerai le médecin, même on verra. Voilà. Ouais. Le Il y mieux, a pas c'est de de, souci. voilà, le mieux, c'est de ne pas dire tout de suite Voilà. les interactions médicamenteuses au patient. Dites-lui, si vous avez quelque chose, vous ressentez avec tel et tel médicament, revenez me voir. Voilà. C'est C'est beaucoup ça. mieux à gérer au lieu de lui imposer, de savoir les interactions médicamenteuses, ça va lui faire peur. Peut-être qu'il va même pas prendre les médicaments. Attends. Oui, Tu sais, voilà. il faut D'autres que- questions? Il faut Sinon, que je vais tu vous te poser des positionnes. questions. Le pharmacien, c'est lui qui, enfin, il a son mot à dire et c'est le patient qui va vers le pharmacien dès qu'il a un petit problème. Et c'est toi qui peux l'aiguiller. Faut que tu te poses en pharmacien de ce type-là, tu vois, et que tu oses. Il faut oser. Le pharmacien doit oser aujourd'hui. Ce mot m'a beaucoup plu dans la table ronde auquel j'ai assisté. Ah, ça m'a frappé. Oser. Osez votre métier. Oui. Non. Voilà. Ah oui, d'accord. Toute seule, oui. Ah oui, il donne la vitamine D toute seule. Il ne donne pas la K2 des grands. Il donne pas la K2? Normalement, c'est la 4 qui est Les vitamines K, hein, elles ont toutes un rôle. Voilà. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la survitaminose. Faites attention. Hein. Il faut pas. Vous savez, je suis pour le calcium, pour le potassium, tout ce qu'on vous veut, mais il ne faut pas tomber dans l'hypervitaminose, etc. C'est plus mauvais presque que les carences. Pas plus, mais bon. Oui, merci. Leïla Belaouz, pharmacienne d'Officine à Casablanca. Oui, enchanté. Oui, bonjour professeur, merci Oui. pour cet exposé très explicite. Oui. Alors, vous avez parlé de recapture de sérotonine et Oui. d'économie de sérotonine. Oui. Est-ce qu'on sait à quel pourcentage est recaptée la sérotonine et en fonction de quoi elle est libérée? Quel pourcentage est Alors là, libéré en fonction de non, quoi? on ne sait pas exactement. On sait qu'il y a une économie de sérotonine puisqu'elle est recaptée, mais on ne sait pas vraiment le réel pourcentage. Voilà. Et deuxième question, quel type de dépression justifie ce traitement avec tous ces effets secondaires très graves? Alors, autrefois, c'était les tricycliques. Voilà. Dans la ligne de conduite, on devait prescrire des tricycliques. C'était les premiers. Quand les IRS sont sortis, on s'est dit, chouette, c'est super, ça va focaliser, ça va éviter tous les problèmes anticholinergiques, etc. Et les psychiatres se sont lâchés sur les ISRS. C'est très bien, mais pour avoir des ISRS, il y a quand même des normes, et il faut faire quand même attention. Il faut que le psychiatre cerne tous les effets indésirables possibles, malgré tout. Et il y a quand même des limites. Mais et parce que, en général, c'est les médicaments qui sont les plus prescrits. Parce qu'on est quand même très, très inquiet quand on délivre ce traitement.
derrière notre compte horaire et qu'on sait que ce patient va revenir. Mais avec très inquiet à quel point de vue pour le patient, Oui, mais avec des pour, risques face à d'hémorragie, toi. Ah oui, alors, une femme faut qui pas accouche. faut pas non plus que je oui. vous sensibilise. Enfin, faut pas non plus en faire, voilà, le prendre ça trop de, comment dirais-je, hein, faut pas faire peur malgré tout. Non, non, pas. Faut le savoir. Je- Voilà, il faut le gérer. Oui, oui. Mais beaucoup de médecins le gèrent pas parce qu'ils ne le savent pas. Oui. Très peu le savent finalement. Ouais. Alors les psychiatres, théoriquement, le connaissent, cet effet indésirable, mais il est relativement récent. Vous voyez, c'est un effet plutôt récent, Oui. ces saignements. On ne l'avait pas perçu au début, au tout début. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on modifie les RCP et on met en garde le prescripteur, mais aujourd'hui, on met en garde aussi les pharmaciens. Moi, je vois beaucoup arriver dans les centres de pharmacovigilance des gens sous ISRS et qui ont, par exemple, des taches rouges, qui ont des gencives qui saignent, qui ont les femmes des saignements. Voilà. Et ça peut expliquer. Professeur, vous aviez parlé de discussion avec le médecin au sujet du traitement, mais au niveau du Maroc, nous, on a une fiche de pharmacovigilance et on peut signaler les effets secondaires au centre de pharmacovigilance. C'est formidable, ça. Parce que c'est comme ça que vous pouvez alerter. Merci. Mais passez un coup de fil au médecin aussi. Vous dites, moi j'ai assisté à des prestations sur les problèmes hémorragiques avec les ISRS. Dites-le lui quand même, malgré tout. Hein. Et puis, il y a une autre recommandation. Il y a une autre recommandation que moi je conseille souvent, c'est des probiotiques, parce que des fois, quand il y a une dysbiose intestinale, justement, vous savez très bien que les bactéries au niveau intestinal, ils fabriquent à 90% de la sérotonine. Donc, quand il y a un déséquilibre, justement, il y a un manque. Donc, c'est un plus, les probiotiques. Oui, et puis de la vitamine K, ils fabriquent aussi. Oui. Bon, nous approvisionnons en vitamine K. En complément alimentaire. Via notre microbiote. On peut donner. En complément alimentaire avec les probiotiques. Complètement. Voilà. Complètement. Alors, une autre question. Pourquoi justement ces médicaments-là, les antidépresseurs, mettent beaucoup de temps, 2 semaines, 3 semaines, avant d'être efficaces, à votre avis? Allez-y. Je suis pas sûre, j'ai vu ça en cours, mais c'est parce qu'il va avoir une régulation des récepteurs. Normalement, ils sont up-régulés quand on est en dépression. Ils sont up-régulés, du coup, le temps de régulation, ça prend des semaines, le temps qu'ils en reproduisent et que ça équilibre tout. Il faut mettre à jour tous ces récepteurs, les harmoniser. Voilà. Ça se fait harmoniser tous les récepteurs, justement, avant d'avoir la réaction. Ça prend du temps. Voilà. Mais quand on dit 3 semaines, on commence à aller mieux 8 jours après, 15 jours après, c'est encore mieux. Et 3 semaines, on est bien, quoi. Voilà. Voilà. Pour la diminuer, justement, aussi, ça prend beaucoup de temps. Il faut aller... Il faut faire la marche inverse. Voilà. Il ne faut pas arrêter systématiquement, hein, c'est dramatique. Quelqu'un qui arrête son antidépresseur d'un coup, mais c'est suicidaire. Voilà, il faut le dire. Mais, oui, normalement, une semaine après, ils n'ont pas cette sensation, mais après, voilà. D'autres questions? Peut-être aussi marier les antidépresseurs avec toute la psychothérapie, etc. Petit à petit, faire des relaxations psychothérapiques, s'habituer, et après, ça prendra le pas, et voilà. D'accord. Pas de questions? On va arrêter. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci à toute l'assistance.